Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, suite des épisodes sur les composants moteurs, on va parler d'un élément très important. Je veux bien évidemment parler des bielles. Comme vous le savez sûrement, ce composant est essentiel et extrêmement sollicité. C'est d'ailleurs souvent un élément qu'on modifie ou qu'on change lors de la préparation d'un moteur de compétition, mais nous y reviendrons un peu plus loin dans cette vidéo. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en plusieurs chapitres. On va commencer par reprendre quelques notions de base sur ces pièces. Ensuite, on parlera de la forme des bielles ainsi que de leur lubrification. Puis nous terminerons par un chapitre préparation et fabrication. Bon, pour commencer, une bielle, ça sert à quoi? Et quelles contraintes on a au niveau conception? La fonction principale de la bielle, c'est de transmettre l'effort du piston vers le vilebrequin. Une unique fonction pour énormément de contraintes. La bielle doit être durable dans le temps, donc avoir une bonne résistance à la fatigue, une bonne résistance mécanique aux efforts de compression, aussi appelés flambements. On retrouve aussi des contraintes de masse qui par la même occasion entraînent des vibrations. On a aussi des contraintes de montabilité sur le moteur et bien évidemment on a des contraintes de coût. D'ailleurs en parlant de flambement, vous avez une bielle ici à l'écran d'un 2 litres diesel PSA et vous pouvez voir, enfin j'espère que vous verrez bien sur la vidéo que justement elle a flambé quoi. Elle est plus du tout, si on met l'axe, elle est plus du tout symétrique. On voit qu'elle a flambé dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sur mon établi, puisque je l'ai récupérée, puisque elle était inutilisable. Bon, si maintenant on prend une bielle en main, on peut voir qu'elle est composée de différentes choses. Donc on a en haut ce qu'on appelle un pied de bielle. Ensuite ici on a une âme. Et puis enfin on a ce qu'on appelle la tête de bielle. Alors le pied, lui, il assure la liaison avec le piston, donc comme vous l'avez ici. L'âme, elle, assure la transmission de l'effort. D'ailleurs, c'est surtout cette zone qui doit résister au flambement, comme on l'a dit tout à l'heure, et aux vibrations. Et puis la tête, comme vous avez ici, qui est séparée en deux parties, elle assure du coup le montage sur le vilebrequin. Petite précision tout de même sur les monocylindres. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, c'est un embiellage du coup de 450 Husqvarna SMR. J'essaierai de vous mettre une petite photo. La tête de bielle, elle n'est pas nécessairement en deux parties, du coup, comme sur les multicylindres qu'on a ici à gauche. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit aparté que des fois on oublie, mais voilà, sur certains moteurs, la tête de bielle en tout cas, n'est pas séparée en deux parties. Autre précision, ce qu'on appelle du coup le plan de joint du coup du chapeau de bielle, du coup le chapeau parce que ça c'est la tête, donc on y met un chapeau. En fait le plan il n'est pas nécessairement, comment on pourrait dire, perpendiculaire à l'axe de la bielle. La raison principale c'est la montabilité de la bielle, parce que du coup de cette manière, en le faisant on va dire légèrement décalé, du coup on peut passer plus facilement la bielle par le fût, par le cylindre, alors que dans certains cas sinon on aurait été obligé de réduire le diamètre et du coup ça n'aurait pas été top au niveau conception. A noter, sur l'âme des bielles, on retrouve ce qu'on appelle les ailes. Donc en fait, c'est ici le profil, si on le coupe de l'âme, on appelle ça le profil en H. C'est très commun à toutes les bielles, parce que vous pouvez le voir sur celle-ci. Ça c'est du coup un moteur diesel, ça c'est un moteur essence de moto multicylindre. Et puis même sur celle-ci, qui est du coup un monocylindre, on retrouve un profil en H. Et du coup, les bords, on appelle ça les ailes. Autre info à vous donner, vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les diamètres d'axe du pied et de la tête étaient si différents. Alors c'est principalement en fait le mouvement de l'un et de l'autre qui justifie cette grande différence. En effet, au niveau du pied, donc l'axe du piston, lui il effectue qu'une faible rotation lors des cycles en gros. Alors que la tête, elle tourne autour du maneton au régime de rotation du moteur quoi. Et du coup, à la grosse, le dimensionnement d'un palier se fait en fonction de la charge qu'il va supporter, mais aussi en fonction de la vitesse de glissement des surfaces en contact. Et du coup, avec ça, on comprend donc mieux pourquoi la tête est beaucoup plus grosse que le pied. Autre petit élément dont on n'a pas encore parlé, mais qui est aussi extrêmement important, c'est la visserie de la tête, donc comme on a ici. On pense souvent dans un premier temps à changer les caractéristiques de la bielle, par exemple quand on veut préparer un moteur. Mais il faut vraiment pas négliger du coup ces deux petits éléments parce que ils ont aussi fort à faire. Donc voilà, il faut juste s'en rappeler et que les vis elles ont aussi un job assez notable. Enfin, sachez que les tolérances au niveau usinage sont extrêmement petites et que les bielles sont des pièces de précision. D'ailleurs, Lunati, qui est un fabricant de bielles, disons performance, donne des ordres de grandeur sur leur site.
Et au niveau du coup de la tête de bielle, on parle de 5 millièmes au diamètre. Donc ça commence à être des tolérances, disons, respectables. Bon, pour commencer cette partie, on va parler un peu de la forme du pied de bielle et on va voir les deux grandes formes existantes sur le marché. On va commencer par le pied de bielle qu'on appelle plat, donc comme vous avez ici à l'écran. C'est présent sur certains diesels peu chargés, mais aussi surtout en essence. D'ailleurs, les deux plans, on va dire, du coup, du pied et de la tête peuvent être ce qu'on appelle coplanaires, donc dans le même plan. Donc ça, c'est pour s'économiser une opération d'usinage, puisqu'en gros, il n'y a qu'un plan à faire. Mais c'est assez rare, en fait, de retrouver ça, parce que finalement, on aime assez réduire l'épaisseur, on va dire, du pied de bielle, en fait, pour augmenter la taille des bossages de l'axe du piston. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, souvent on retrouvera donc un pied de bielle moins large que du coup la tête. Donc ça implique du coup une opération d'usinage en plus. Et voilà, du coup on retrouve souvent cette techno dans des moteurs essence tout à fait classiques, quoi, comme on a là. Ensuite, deuxième forme, celle qu'on appelle en tête de vipère. Donc du coup vous l'avez sur cette bielle là. On la retrouve, cette forme, sur des essences qui commencent à être perfo, chargées, et puis sur la plupart des diesels modernes, quoi. Alors pourquoi cette forme si particulière? En fait, il faut comprendre que lors de la combustion des gaz dans la chambre, la pression provoque des efforts plus importants sur la partie haute des bossages que sur la partie basse. Je vous mettrai un petit schéma à l'écran là pour que vous compreniez un peu mieux. Mais en gros, ça engendre aussi des gros efforts sur la partie basse du pied de bielle. Et c'est pour ces raisons que la forme en tête de vipère permet d'optimiser la taille des bossages et les zones de pression sur le pied de bielle. C'est donc une forme adaptée aux efforts auxquels les pièces doivent résister, mais évidemment c'est plus cher. Bon, passons maintenant au niveau de la tête de bielle. Ici, on va pas directement parler de la forme de la tête, même si, comme dit au début de la vidéo, on a certaines bielles avec des plans de joint, disons, un peu spéciales. Donc, comme je vous ai dit, ils sont pas toujours comme celle-ci perpendiculaires, ils peuvent être comme ça ou comme ça. Mais là, on va s'intéresser plutôt à voir comment faire pour séparer en gros la tête de bielle en deux parties, tout en garantissant que l'alésage, lui, il reste bien rond, quoi. Donc la première solution, c'est de scier la tête de bielle en deux parties. Cette solution, elle est éprouvée, mais elle va impliquer d'avoir une solution technique pour que les deux parties soient bien en face. Donc il existe, d'ailleurs comme sur les bielles que j'ai ici, des vis. Donc là, je vous en ai sorti une, des vis qu'on pourrait appeler calibrées, afin de centrer du coup l'ensemble pour que ça soit bien en face, quoi. On a aussi sur certaines têtes de bielle des pions de centrage. Je vous mettrai une petite photo à l'écran. Et enfin, beaucoup plus rare, vous avez aussi des dentures entre guillemets entre le chapeau et le corps de bielle, comme sur les moteurs de Fiat 600. Pareil, j'essaierai de vous mettre une petite photo à l'écran. Ensuite, la deuxième solution qu'on retrouve plutôt dans des moteurs performants, c'est la tête de bielle à chapeau qu'on appelle fracturée. En effet, la tête, elle est séparée en deux, comme son nom l'indique, par fracture. En gros, on vient créer une amorce de rupture du coup au niveau de la tête, quoi. On y place deux demi-coquilles du coup dans l'alésage. On vient écarter l'ensemble avec un coin et une pièce hydraulique, quoi. Puis la bielle, elle se sépare en deux, quoi. Cette solution, elle a l'intérêt d'être peu coûteuse en nombre d'opérations de fabrication, puisqu'en gros, on va juste péter les deux morceaux ensemble, quoi. Mais aussi et surtout de proposer un centrage naturel du chapeau par rapport au corps de bielle, quoi. Puisque vu qu'on l'a pété, on met les deux morceaux ensemble et puis ça fait papa-maman, quoi. Le problème là-dessus, c'est qu'il y a forcément, comme d'hab, il y a forcément des inconvénients. Mais il faut déjà que le matériau de la bielle, il doit être peu résilient, en gros, peu résistant au choc, en gros, quoi. Et l'opération de casse, elle est aussi délicate, donc elle demande une certaine mise au point chez le fabricant. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que le plan de joint de la cassure il soit extrêmement propre. Sinon, au remontage, au serrage, on peut avoir des petites surprises, quoi. Vous imaginez bien que quand ça casse, il faut vraiment que ça casse net, sinon quand on va les remettre ensemble, ça va pas être top, quoi. Donc voilà, pour dire que ça demande pas mal de mise au point, mais ça se fait dans les moteurs performants. Sur les motos, par exemple, ça se fait comme ça, sur les R1, etc.
Bon, pour terminer cette section, enfin ce chapitre, on va faire un petit passage sur la lubrification des bielles et on va parler un peu du pied de bielle. Donc là-dessus, il y a deux grandes familles ou plutôt deux grands choix stratégiques. En gros, la question à se poser, c'est a-t-on besoin de refroidir le piston par jet d'huile provenant de la bielle ou non? Alors oui, j'ai bien dit jet d'huile provenant de la bielle. Donc si on n'a pas besoin, on a deux choix possibles de graissage. Donc le premier, c'est par récupération. Donc c'est comme ce que vous avez ici, là, du coup il y a des petits trous. Et du coup, en gros, c'est l'huile retombant du piston qui va, via le trou de graissage, rentrer au niveau de l'alésage. Cette solution, elle est possible sur des moteurs du coup peu chargés ou sur des moteurs avec des gicleurs de fond de piston qui assurent du coup une retombée suffisante pour l'alimentation en huile de la bielle. La deuxième solution, on utilise un graissage alimenté directement par la tête de bielle. Donc du coup, ça d'ailleurs c'est souvent le cas sur les camions. Il faudra donc du coup un perçage le long de la bielle. Il faut aussi une gorge dans la bague du pied, du coup pour la diffusion de l'huile. Et puis bien évidemment prévoir l'alimentation du perçage du coup par le vilebrequin, quoi. Enfin, du coup, maintenant, si on a besoin de refroidir le piston par jet d'huile en provenance de la bielle, on fera la même chose du coup que la techno précédente, du coup, donc prévoir un perçage sur le long de lame, l'alimentation par le vilebrequin, etc. Mais en plus, du coup, on fera un perçage sur le dessus du pied, afin de justement du coup faire une évacuation de l'huile pour refroidir le piston. L'inconvénient là-dessus, c'est que la bague du pied, elle sera forcément plus épaisse pour avoir un débit d'huile suffisant pour lubrifier l'alésage, mais du coup aussi le piston, quoi. Donc voilà à peu près pour les types de lubrification du pied de bielle. Au dernier chapitre, on va parler maintenant de la préparation moteur et donc voir ce qu'on peut faire sur une bielle. On parlera aussi rapidement des matériaux utilisés et je vous montrerai une gamme de forges pour la fabrication d'une bielle. Bon, on a vu du coup dans le début de cette vidéo que les bielles elles étaient très sollicitées et c'est bien évidemment pour cette raison qu'on vient souvent à les changer ou à les modifier lors d'une préparation moteur. Donc dans un premier temps, on va voir ce qu'on peut faire sur une bielle d'origine pour améliorer ses caractéristiques. Bon, pour commencer, dans le cadre de ce qu'on appelle une métrologie, on peut être amené à alléger les bielles, donc soit dans le but qu'elles soient simplement plus légères, donc avec moins d'inertie, moins d'effort, etc., ou dans un but d'équilibrer le poids des différents attelages mobiles. En gros, quand on fait de la métrologie, on veut que l'ensemble bielle, piston, axe fassent tous le même poids, quoi. Donc le truc, c'est que malgré tout, quand on prépare un moteur, c'est souvent pour gagner des chevaux ou du couple. Et le truc, c'est qu'enlever de la matière sur des éléments aussi sensibles que les bielles, c'est vraiment délicat, quoi. Donc voilà, comme on dit souvent, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Malgré ça, si un jour vous voulez tenter l'aventure, voilà, en gros, il y a différentes zones sur lesquelles on peut retirer de la matière. Donc la zone la plus propice, du coup, c'est ici, c'est autour de la tête de bielle. On peut en enlever un peu aussi au niveau des ailes de l'âme de la bielle. Et puis ensuite très très peu, mais au niveau du pied de bielle là autour, là, les petites marques là ici, on peut les enlever. Ensuite, on entend souvent qu'il est conseillé de polir les bielles, voire encore mieux de les grenailler. Mais bon, le grenaillage c'est beaucoup moins réalisable dans un garage par un particulier. À ce sujet, j'ai déjà lu des choses affreuses sur certains forums, comme quoi le polissage améliorait la pénétration dans l'air de la bielle. Mais non, le polissage, il améliore pas ça. Le polissage, il va réduire en fait les sites d'initiation des fissures créées par l'usinage ou la forge, etc. Pour ça, je vous afficherai un schéma simple. Vous verrez, le but, c'est de venir du coup diminuer le nombre de zones critiques en venant vulgairement aplatir la surface et donc réduire les zones possibles de fissuration. Bon, encore mieux que le polissage manuel, on a ce qu'on appelle le grenaillage ou shot pinning en anglais. L'idée de ce processus, beaucoup plus professionnel, c'est de mettre en compression la surface usinée ou forgée afin d'inverser la direction des efforts. Bon, c'est pas forcément simple à expliquer, mais pour simplifier, je vous afficherai deux petits schémas assez parlants. En fait, on voit que les efforts après usinage sont en traction dans les sites où on retrouve de potentiels départs de fissures.
Et le truc, c'est qu'après grenaillage, avec des billes d'acier principalement, on va inverser la tendance et les efforts seront alors en compression. Il est facile du coup de comprendre qu'ainsi le départ de fissure est nettement réduit, car les efforts de compression, en gros, ça va à l'inverse, quoi. D'ailleurs, ce procédé du coup de grenaillage, il est très utilisé en aéronautique et notamment sur des aubages comme celui que je vous ai ramené là à l'écran, puisque du coup ça va augmenter la durée de vie des pièces, du coup en réduisant tout simplement le risque de départ de fissuration, quoi. Bon, passons maintenant à la phase où le but n'est plus de préparer les bielles d'origine, mais simplement de les changer par des plus performantes. La plupart du temps, on passe à ce qu'on appelle des bielles forgées. Bon, ça en général, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, cette information, elle veut plus dire grand-chose, parce que la plupart des bielles, même d'origine, sont forgées, à l'inverse des pistons par exemple. Bref, il faut du coup plutôt s'intéresser aux matériaux et à leurs caractéristiques qu'au fait qu'elles soient forgées. La plupart des bielles, disons classiques, même forgées, sont en acier non allié type XC32 ou XC38. Ces aciers basiques comportent moins de 0,5% de carbone dedans, mais voilà, ils n'ont pas de caractéristiques spécifiques. Donc du coup, quand on passe sur des bielles forgées, donc disons de compétition, là on passe sur du coup des aciers faiblement alliés, type par exemple du 4340 avec du chrome, du nickel et du molybdène. Donc voilà, on voit déjà que on parle plus d'un alliage, quoi. Donc ces aciers, ils ont des propriétés mécaniques bien meilleures, notamment sur tout ce qui est limite élastique, résistance à la fatigue, etc. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que, comme dit en début de vidéo, en fonction de comment est fait le chapeau, scié ou fracturé, on adaptera aussi le type d'acier dont on a besoin. Toujours dans les bielles forgées, on retrouve aussi beaucoup de bielles en titane sur les motos sportives, c'est d'ailleurs directement monté d'origine. La raison principale, c'est le gain de masse. Pour exemple, la masse volumique du titane, elle est autour de 4,5 en gros, alors que celle de l'acier, on est plus sur du 7,5, 7,8. Donc voilà, on gagne du coup presque 40% pour, disons, des caractéristiques mécaniques relativement proches. Bien évidemment, le coût du titane étant bien supérieur à celui de l'acier, ces bielles se retrouvent en compétition, en préparation ou en série sur des moteurs très performants. Pour finir sur la forge, je vous afficherai ce qu'on appelle une gamme de forge, afin de vous montrer qu'il faut quand même un bon nombre d'étapes avant d'obtenir une forme de bielle, disons, finale. Ensuite, beaucoup plus rarement, on retrouve aussi des bielles entièrement taillées dans la masse, donc souvent en titane. Elles sont parfois aussi en aluminium, mais étant donné les contraintes sur les bielles, c'est relativement rare, ou alors sur des petits moteurs. D'ailleurs, à ce sujet, il y a certains constructeurs de niche, comme AWA à Los Angeles, qui commencent à bosser sur des bielles en carbone. À ma connaissance, ils sont les premiers d'ailleurs à en commercialiser. Mais d'ailleurs, si vous avez des connaissances d'autres constructeurs de ce type de bielles carbone, je suis preneur de l'information en commentaire de la vidéo. Enfin, pour terminer sur les bielles, disons, performance, juste pour info, si on reprend les masses volumiques, du coup l'acier, on l'a dit tout à l'heure, est autour de 7,8, le titane autour de 4,5, l'alu, on est encore plus bas, autour de 2,7, 2,8, et les fabricants de bielles en carbone, du coup comme AWA, ils annoncent un gain de 40% sur des bielles en aluminium. Donc on aura une masse volumique de 1,6 à 1,7. Donc vous comprenez bien que le gain doit être monstrueux et que voilà, pour de la prépa, on pourrait envisager ce type de bielle, même si le coût est juste astronomique, quoi. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur les bielles. J'espère que ce sujet vous aura autant plu que celui sur la segmentation qui a clairement cartonné. D'ailleurs pour ça, je vous en remercie. Dans les prochains épisodes consacrés aux pièces moteurs, on parlera très probablement de la culasse, sur laquelle il y a énormément de choses à dire, aussi bien sur les soupapes que la distribution, etc. Donc voilà, ça promet de beaux épisodes. Bref, si comme d'habitude vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez voir les épisodes suivants, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, laissez tout ça en commentaire. Et quand j'aurai le temps, j'essaierai de vous répondre. Et puis pour la suite, à bientôt. Allez, salut!